Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce numéro des Matins du Sénat pour vous faire vivre les travaux de la Haute Assemblée. Le défenseur des droits Jacques Toubon a présenté hier aux sénateurs son rapport sur la dématérialisation des services publics qui crée de véritables inégalités entre les habitants. Les personnes âgées en situation de handicap et les personnes étrangères connaissent ainsi davantage de difficultés pour faire leurs démarches administratives. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a ainsi reçu des milliers de réclamations. Je vous laisse écouter son audition. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre accueil. Je voudrais remercier la Commission des Affaires sociales de me donner l'occasion, 2 mois après la présentation, le 17 janvier dernier, de ce rapport sur la dématérialisation et les services publics, de venir en discuter avec vous, car comme le Président Milon l'a dit, incontestablement, il y a là un enjeu social tout à fait considérable. Je suis heureux aussi d'entamer avec vous ce matin une journée que je vais quasiment consacrer au Sénat, puisque après cette réunion, je serai devant la Commission des lois où je présenterai mon rapport d'activité générale pour 2018 que j'ai publié le 12 mars, la semaine dernière. Je reviendrai dans l'après-midi pour participer à un entretien sur votre chaîne parlementaire LCP Sénat. Et entre-temps, je m'occuperai en audition avec la Cour des comptes d'un sujet sur lequel le Sénat s'appesantit en ce moment, c'est Parcoursup. Et notamment parce que un de vos collègues, le sénateur Lafont, est investi d'une mission par le gouvernement sur ce sujet. Voilà, donc très heureux de commencer avec vous cette journée, cher Président, cher Alain, commencer aujourd'hui cette journée sénatoriale avec vous. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est non pas de reprendre tout ça dans le détail, bien sûr, en papier, mais mes collaboratrices Justine Beranger, auteure principale de ce rapport, et Candice Lequillet, ma collaboratrice parlementaire, sont à votre disposition. Vous l'avez aussi en ligne, bien entendu, sur notre site. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voudrais essayer de vous dire 3 choses principales. La dématérialisation des services publics constitue un risque de rupture d'égalité devant le service public. Un risque de rupture d'égalité dans l'accès au service public. Deuxième idée, les personnes en difficulté avec le numérique doivent faire l'objet d'un accompagnement particulier. Et troisième idée, une attention toute particulière doit être donnée au laissez-pour-compte de la dématérialisation, et je veux parler des personnes en situation de handicap. C'est en 2013, je rappelle que le Défenseur des droits a commencé à fonctionner en juin 2011. C'était Dominique Baudis qui était le Défenseur des droits à l'époque. Dès 2013, il y a eu une annonce d'un choc de simplification des démarches administratives. Et à ce moment-là, la question de la numérisation des services publics a commencé à apparaître comme un sujet d'actualité et de préoccupation qui s'est traduit, c'est ça naturellement ce que je viens vous dire, dans les réclamations présentées à notre institution, aux défenseurs des droits. Et depuis plusieurs années, donc, nous voyons les difficultés qui nous sont proposées devant nos délégués territoriaux, plus de 500 délégués à l'heure actuelle, et auprès de notre plateforme téléphonique qui reçoit des milliers d'appels au siège national, ou par tous les courriers que nous recevons. Nous avons eu, pour passer rapidement sur 4 années, une alerte très importante en novembre, à partir de novembre 2017, quand nous avons vu arriver plusieurs milliers de réclamations. Nous avons eu des milliers et des milliers d'appels chaque semaine sur notre plateforme téléphonique sur un sujet qui était la dématérialisation de la délivrance des permis de conduire et des cartes grises, les certificats d'immatriculation, qui était la conséquence du plan préfecture nouvelle génération,
C'est devenu un des premiers motifs de saisine du défenseur des droits. Je rappelle que cette opération a été menée le 6 novembre 2017. Le 5 novembre, vous présentiez vos demandes de carte grise ou de permis de conduire initiaux ou par renouvellement, duplicata, etc., en papier. Et à 0h le 6, ça a basculé entièrement sur la nécessité de faire une procédure en ligne. Nous avons beaucoup de réclamations sur les demandes de prestations sociales, les demandes de titres de séjour, les déclarations de revenus, plusieurs sujets où la numérisation des procédures est mise en cause. Or, pourquoi je pense que je me suis saisi de cette affaire, c'est que, en réalité, tout ceci n'est pas derrière nous. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire du passé récent. C'est que nous avons une perspective. C'est le programme de transformation de l'administration qui a été lancé en octobre 2017, baptisé Action publique 2022, et qui a notamment un de ses objectifs, c'est la dématérialisation de l'intégralité des services publics à l'horizon 2022. Et 2022, je le rappelle, c'est dans 3 ans et demi. Hein, c'est pas du tout comme ça, c'est pas de la science-fiction, naturellement. Donc, cette ambition, qui est tout à fait justifiée, c'est l'idée que la dématérialisation des procédures administratives permet de simplifier pour une majorité d'usagers l'accès aux informations ou aux documents administratifs. Et il n'est d'ailleurs que de voir le succès très important de sites comme Service Public, par exemple, .fr, où il y a plusieurs millions de demandes et qui est extrêmement utilisé pour obtenir des informations sur les démarches administratives. J'ai donc décidé d'analyser en profondeur les exemples tirés des réclamations que nous recevions. Je rappelle que l'an passé, j'ai traité 96 000 dossiers de réclamation, en augmentation de 6 ou 7% par rapport à l'année précédente, en augmentation de plus de 25% par rapport à l'époque où j'ai pris mes fonctions, c'est-à-dire il y a 4 ans et demi, et que dans ces 96 000 réclamations, il y en a 56 000 qui concernent les relations avec les services publics, en augmentation, elle, de 10%. C'était déjà le plus gros paquet des activités du défenseur des droits, mais en plus, c'est un de ceux qui augmente le plus. Et nous avons, à travers donc ces réclamations, commencé à identifier un certain nombre de risques, et j'ai ajouté à ça, et c'est Justine Baranger notamment qui a mené cette affaire, une série d'auditions auprès des différents acteurs, les porteurs des réformes de dématérialisation, les représentants d'associations qui accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives, les représentants des associations d'élus, notamment l'AMF, l'ADF, ou les représentants des services ministériels. Donc, ce rapport, je l'ai publié le 17 janvier dernier. Je rappelle juste une parenthèse que le défenseur des droits, il a, de par la loi même que vous avez votée le 29 mars 2011, la loi organique, il a une mission dite de protection des droits, ça consiste à traiter les réclamations qui lui sont soumises, et il a une mission de promotion des droits et de l'égalité, c'est-à-dire essayer de faire avancer les choses et pas seulement de traiter les dossiers qui lui sont remis. Et ceci donc est donc un exemple de mon travail de promotion des droits. J'ai voulu, par ce rapport, alerter sur les risques et les dérives que la transformation numérique des services publics induit. Et je souhaite également, naturellement, à travers mes recommandations, démontrer, et c'est ça qui est important, et le Président vient de le dire à l'instant en préambule, démontrer que ce processus, dès lors qu'il respecte les principes et les objectifs du service public, sans laisser personne de côté, peut être fondamentalement positif pour la qualité du service rendu aux usagers. Premier point, la dématérialisation des services publics constitue un risque de rupture d'égalité devant le service public.
La dématérialisation, donc, c'est clair, peut constituer un puissant levier d'amélioration de l'accès de tous et de toutes aux droits. La possibilité de réaliser un certain nombre de démarches administratives en ligne, plutôt qu'à un guichet, ou par téléphone, ou par lettre, représente non seulement une source d'économie pour l'administration, mais également une source de bénéfice pour les usagers, c'est évident, ne serait-ce que parce que cela n'exige pas de déplacement. Donc, la dématérialisation peut être source de progrès quand elle s'accompagne de démarches de simplification et d'automatisation et quand elle favorise donc la lutte contre le non-recours. Je prends un exemple qui est un exemple très récent, c'est celui de la nouvelle prime d'activité qui, il y a 2 ans, a été mise en place exclusivement à partir de demandes en ligne et qui a été, alors qu'on avait des craintes, qui a été une franche réussite. Les plus de 73% des personnes éligibles sont venues demander la prime, et alors qu'on avait des prévisions initiales craintives qui étaient de 50%. Donc on a beaucoup dépassé les objectifs, et parce que, chacun le sait, en tout cas je le dis, les employés des caisses d'allocation familiale et de Pôle emploi ont beaucoup accompagné les personnes en difficulté qui devaient présenter la demande en ligne de la prime d'activité. On considère que 30 à 35% des personnes qui sont venues la demander ont été assistées, en quelque sorte, dans leur démarche, et c'est pour ça que ça a fonctionné, ce qui est la démonstration de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le risque potentiel d'exclusion existe pour l'ensemble des usagers des services publics. Les démarches administratives en ligne nécessitent en effet, c'est le premier point, à minima, une connexion Internet de qualité et l'accès à des équipements informatiques. Ces 2 conditions évidentes ne sont pas réunies sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des foyers français, créant ainsi des inégalités face aux possibilités d'usage des services publics en ligne et dans les cas où le seul moyen d'accès aux services est Internet, une rupture d'égalité devant le service public et, selon le mot qui a été employé par le Président, un véritable risque d'exclusion. Je rappelle, 0,7% des Français n'ont pas accès à une connexion Internet fixe. Ça veut dire 500 000 personnes sont en incapacité d'accéder au réseau. Dans les communes de moins de 1000 habitants, plus d'1 tiers des habitants n'ont pas accès à un Internet de qualité. Cela représente près de 75% des communes de France et 15% de la population. 19% des Français n'ont pas d'ordinateur à domicile et 27% des Français n'ont pas de smartphone. Voilà donc une première raison d'inégalité, naturellement, si on fait passer tout le monde en numérisation. Le deuxième point, c'est que nous avons constaté, à l'occasion de cette étude, qu'il y a une forte disparité au détriment des personnes qui vivent outre-mer. En ce qui concerne l'accès à l'Internet, à la téléphonie mobile, les ménages d'outre-mer n'ont pas bénéficié, contrairement aux ménages métropolitains, du développement des offres de forfait à bas coût et de la baisse des prix qui a suivi. Les écarts de prix avec la métropole concernant les services de téléphonie mobile ont augmenté entre 2010 et 2015. Je parle de la téléphonie mobile. En 2015, ces services de téléphonie mobile sont plus chers de 60% aux Antilles et en Guyane et de 20% à La Réunion par rapport à la métropole. L'accès à Internet, quant à lui, a un coût supérieur d'environ 40% par rapport à la métropole pour les mêmes départements, même si cet écart, lui, au contraire, s'est fortement réduit entre 2010 et 2015. De même, sur une étude qui avait été faite en 2013, à l'époque, 66% des ménages domiens seulement étaient équipés en ordinateur, ce qui était à l'époque 20% de moins que les ménages métropolitains. Les choses ont pu changer un peu, mais en tout cas, on voit bien une disparité. Cette disparité spatiale, l'éloignement de l'Hexagone ne doivent au contraire, en aucun cas,
aboutir à un traitement différencié des habitants des DOM dans l'accès aux services publics. Il faut dès lors résorber cette fracture numérique pour que la dématérialisation de l'accès aux services publics n'engendre pas de rupture d'égalité et de discrimination fondée sur le lieu de résidence par une personne chargée d'une mission de service public. Ce que je viens de dire, c'est la discrimination réprimée pénalement à l'article 432.7 du Code pénal. C'est de la loi, ce n'est pas l'opinion que j'en ai par rapport à l'idée que je m'en fais. Et c'est un sujet que j'ai traité lorsque je suis allé au mois d'octobre dernier en Martinique et en Guadeloupe avec beaucoup de juristes de mon équipe pour rencontrer les usagers des services publics dans ces départements. Et au mois de septembre prochain, je serai amené à aller à La Réunion et à Mayotte dans le même cadre. Donc, j'appelle vraiment l'attention sur la situation de l'outre-mer. Le troisième point, l'inclusion numérique et l'accès effectif aux procédures dématérialisées peut également être mis à mal, non pas par l'équipement, l'inégalité territoriale, etc., mais par des conceptions et un déploiement des sites qui soient inadaptés. Je constate par exemple que la conception de certains sites Internet des préfectures et les modalités d'organisation peuvent empêcher les personnes de déposer une demande de titre de séjour, par exemple. Le nombre de rendez-vous est limité pour venir déposer, par exemple, une demande d'asile. Les sites Internet bloquent toute demande de rendez-vous dès que le quota est atteint. Alors, il y a des préfectures de la région parisienne où les choses sont très simples. Ça ouvre le dimanche, le début de la semaine, c'est 0h, le lundi, hein, ça ouvre à 0h, à 0h10, crac, c'est terminé. Bon, voilà, le quota de rendez-vous est fait, c'est terminé. Et donc, ça veut dire qu'il faut recommencer la semaine suivante. C'est un véritable, comment dirais-je, refus, d'une certaine façon, du service public. Et vous verrez d'ailleurs que je vais publier dans quelques semaines un rapport qui peut-être peut intéresser la Commission des affaires sociales du Sénat, un rapport sur les malades étrangers et la manière dont les malades étrangers sont traités, et vous verrez que je parle notamment de ce sujet. Il existe aussi d'autres cas où les procédures dématérialisées ne prennent pas en compte l'ensemble des possibilités ouvertes par le droit ou l'ensemble des situations des usagers. Ainsi, sur certains sites, comme celui de la Caisse nationale d'assurance maladie ou celui de la Caisse nationale d'allocation familiale, il peut être impossible de reproduire un relevé d'identité bancaire d'un pays de l'Union européenne, de le reproduire en coordonnées bancaires, empêchant ainsi le versement d'une prestation, alors que la loi l'autorise naturellement parfaitement. De même, une personne momentanément indisponible en raison, par exemple, d'un arrêt maladie, est dans l'impossibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi alors que sa situation correspond à une possibilité ouverte par la loi. Donc, c'est une inadaptation des sites proprement dit. Donc, pour respecter les droits des usagers, la conception et le déploiement initial des procédures administratives dématérialisées doivent impérativement prendre en compte l'ensemble des procédures et des cas existants tels que prévus par les textes. Autrement dit, il y a une distance, en quelque sorte, entre celui qui fait le site, ceux qui font les sites, et d'autre part ceux qui font les textes. Et il y a quand même un petit problème, dans la mesure où toutes les procédures vont être numérisées. Les concepteurs des sites ne peuvent ainsi oublier de créer numériquement un dispositif juridique existant, interdisant de ce fait à la personne de réaliser sa démarche. C'est pourquoi la conservation de modalités d'accès multiples aux services publics est la seule solution qui puisse, en cas de problème technique d'une procédure dématérialisée, permettre de maintenir un accès aux services publics. Lorsque la voie dématérialisée constitue la seule option possible afin de réaliser une démarche administrative et que des problèmes techniques empêchent l'accès à la procédure en cause, il s'agit là d'une rupture de la continuité du service public, dont je rappelle que c'est un principe de valeur constitutionnelle. J'estime donc que la réalisation des démarches administratives dématérialisées doit demeurer une possibilité ouverte à l'usager et non devenir une obligation.
L'usager doit pouvoir choisir le mode de communication le plus approprié à sa situation lorsqu'il échange avec l'administration et de manière générale les services publics. D'ailleurs, les textes qui autorisent les services publics à mettre en place des procédures numérisées ne disent pas ils sont obligés de les faire, ils sont autorisés à les faire. Le défenseur des droits recommande par conséquent l'adoption d'une disposition législative au sein du Code des relations entre les usagers et l'administration, imposant de préserver plusieurs modalités d'accès aux services publics pour qu'aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. Je dirais que c'est l'une de mes 2 préconisations fondamentales. La deuxième, j'y viens maintenant, c'est que les personnes en difficulté avec le numérique doivent faire l'objet d'un accompagnement particulier. En 2017, 12% de la population âgée de 12 ans et plus, soit, excusez du peu, plus de 7 millions de personnes, ne se connectent jamais à Internet et 1/3 des Français, selon les études, s'estiment peu ou pas compétents pour utiliser un ordinateur, soit, excusez encore là du peu, 18 millions de personnes. Il devient, et c'est pour ça que je me suis avancé sur ce sujet, car à un moment, nous étions un peu seuls, ou avec quelques spécialistes, notamment ici au Sénat, à attirer l'attention sur ces questions, et on avait l'impression que c'était une question qui concernait des minorités, ou comme l'a dit le président tout à l'heure, que de toute façon, ça allait se régler parce que ça concernait que les personnes âgées, que par définition, les personnes âgées, elles allaient sortir, disparaître, et que donc, de toute façon, c'est une question qui allait se régler par l'effet de la démographie. Eh bien, non. Ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas du tout une question minoritaire, c'est une vraie question qui concerne énormément de personnes et que ça concerne, comme votre président l'a dit il y a un instant aussi, plein de personnes qui sont de tous âges, de toutes conditions, et que nous avons là, naturellement, un vrai sujet, comme on dit, de société. Les dispositifs d'accompagnement dans les stratégies de dématérialisation des services publics sont cependant aujourd'hui insuffisamment intégrés dans ces stratégies. Par exemple, ce qui a été frappant, c'est les points numériques qui ont été mis en place pour faire face aux difficultés rencontrées lors du déploiement du PPNG, le plan préfecture nouvelle génération, c'est-à-dire les cartes grises et les permis de conduire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des dispositifs d'aide et d'accompagnement qui ont été mis en place tardivement, c'est-à-dire après coup, qui ont été mis en place insuffisamment, assurés par notamment des volontaires du service civique qui n'étaient pas suffisamment formés, alors qu'il aurait fallu penser le système d'accompagnement en amont, naturellement, du déploiement du projet de dématérialisation. Et je voudrais, sur ce point, souligner 2 questions. La première, c'est le rôle des MSAP, les maisons de services au public, et d'autre part, évoquer le risque d'un transfert, d'un déport vers des acteurs économiques et sociaux, associatifs ou payants, au détriment du service public. D'abord, les MSAP sont une réponse généraliste, positive, mais insuffisante par rapport aux besoins d'accompagnement. J'ai, moi, depuis 3 ans maintenant, en tant que défenseur des droits, accompagné ce mouvement. Je me souviens que j'étais avec votre ancien collègue Jacques Mézard, qui était à l'époque ministre, participé à la première rencontre des MSAP pour faire un bilan il y a 2 ans. Et nous nous sommes en fait rendus compte que la réponse qui est donnée par les MSAP est vraiment une vraie réponse, une vraie réaction contre la fatalité, je dirais, de la désertification. Ça, c'est extrêmement positif. Mais qu'elles sont, dans la réalité, pour beaucoup d'entre elles, insuffisantes à rendre le service pour lequel elles sont prévues. À l'heure actuelle, il y en aurait 1330 sur l'ensemble du territoire.
Elles disposent obligatoirement d'un ordinateur avec accès à Internet, avec une imprimante et un scanner, et elles sont donc le relais de l'accompagnement numérique des personnes en difficulté. Et pourtant, elles peinent à atteindre cet objectif. D'abord, elles sont très hétérogènes. Le principe, c'est que l'agent d'accueil soit en capacité de renseigner et d'aider les personnes pour l'ensemble des démarches représentées au sein de la maison, tant sur le plan purement administratif qu'en ce qui concerne l'accompagnement numérique. Or, s'agissant du point de la facilitation numérique, nous avons constaté, dans l'étude que nous avons faite, que souvent, dans plusieurs MSAP, ça se résume à la mise à disposition de l'ordinateur ou d'une tablette pour accéder au site des opérateurs et réaliser des démarches en ligne sans accompagnement réel à l'utilisation des services en ligne. Le fonctionnement est hétérogène aussi parce que, vous le savez, les MSAP ont différents porteurs, notamment une collectivité, une association, ou la Poste, qui s'est donné pour mission de gérer des MSAP et qui en gère aujourd'hui plus de 500. Les MSAP sont un atout donc non négligeable pour rétablir un service public de proximité, mais elles ne peuvent pas devenir en l'état les seuls lieux d'accueil et d'accompagnement des personnes ayant des difficultés avec leurs démarches administratives en ligne. Dans la mesure où les MSAP ne bénéficient pas toutes de la compétence et de l'expertise des agents des services d'accueil des services publics. De plus, le maillage territorial des MSAP est loin d'être suffisant et adapté aux besoins de la population. J'étais hier dans un département, qui est un gros département, et le préfet avec qui j'ai évoqué cette question m'a dit « Oui, j'ai demandé pour que les MSAP dans mon département soient efficaces, qu'il y ait dans la MSAP non seulement des agents d'accueil généralistes, mais qu'il y ait des représentants, par exemple, de la caisse d'allocation familiale ou d'un autre opérateur social, qui puissent véritablement aider les personnes à faire les démarches. » Eh bien, je me suis heurté au refus de ma caisse départementale qui m'a dit « Non, je ne peux pas et je ne veux pas ». Voilà, ça c'est un exemple vécu et ça date d'avant-hier. Hein. Voilà. Donc, je crois que là-dessus, il faut encourager le mouvement des MSAP, notamment vous, représentants des territoires et des collectivités territoriales, mais je crois qu'il faut absolument que l'on enrichisse les MSAP. Donc, nous recommandons le redéploiement d'une partie des économies procurées par la dématérialisation des services publics vers la mise en place de dispositifs pérennes d'accompagnement des usagers, en particulier dans les MSAP. Nous voulons l'instauration d'un service public de proximité qui réunisse un représentant de chaque organisme social, des impôts, de Pôle emploi, un travailleur social, un médiateur numérique pour réaliser un accompagnement généraliste et de qualité de la population, en particulier la plus fragile. L'échelon de mise en œuvre du nouveau dispositif pourrait être adapté naturellement en fonction des territoires plus ou moins ruraux, plus ou moins urbanisés. Je fais une parenthèse. Il ne faut pas parler que de la campagne. Hein. Il faut parler aussi de beaucoup de territoires urbains. Je suis, comme un certain nombre d'entre vous, lecteur quotidien du Parisien. Le Parisien a 8 éditions départementales. Et dans les éditions départementales, vous trouvez, je dirais 2 fois par semaine, en gros, des articles sur la fermeture de tel bureau des impôts, la fermeture de tel bureau des allocations familiales, la fermeture de tel bureau de Pôle emploi, etc. C'est-à-dire cette espèce de regroupement qui fait que, y compris dans les régions les plus proches de Paris, on voit se créer cette difficulté. Donc, je dis ça parce que tout simplement, comme vous le voyez, j'essaye de ne pas passer mon temps dans mon bureau et au milieu des codes d'Alloz, mais simplement, la réalité, c'est ça. Et donc, il ne faut pas seulement parler, Monsieur le Président, et vous le savez très bien, des zones rurales ou semi-rurales. Oui, c'est une question qui se pose pour l'ensemble du territoire et en particulier pour les agglomérations.
Enfin, troisième recommandation, nous estimons qu'une cartographie éclairée de l'ensemble des lieux publics ou associatifs où un service d'accompagnement des usagers existe permettrait à ces derniers d'y accéder plus facilement. Je pense qu'il faudrait établir cette carte et je pense que vous pourriez notamment en parler à votre ancienne collègue Jacqueline Gouraud, qui est aujourd'hui compétente. Je vais en parler. Enfin, la dématérialisation des services publics ne doit pas être pensée indépendamment des autres canaux d'accès aux services publics. Il est donc nécessaire de repenser les services téléphoniques des services publics pour qu'ils puissent permettre un accès effectif aux services publics. J'ai fait il y a 2 ans une expérience sur les services téléphoniques d'accueil de Pôle emploi, de l'assurance retraite et des allocations familiales. Et cette expérience a quand même été extrêmement inquiétante. C'est que les accueils téléphoniques, faute tout simplement de personnel nécessaire, sont de plus en plus succincts. Or, quand je parle, comme je le fais dans mon rapport d'activité, de la nécessité de voir dans les services publics revenir la présence humaine, je ne parle pas seulement de la présence de femmes et d'hommes physiquement au guichet. Le téléphone est une présence humaine parce qu'au téléphone, vous posez une question et vous avez une réponse. Vous n'êtes pas comme devant un écran où, si vous n'arrivez pas à avancer, vous plantez et c'est terminé. Donc, je crois que, de ce point de vue, une des alternatives dont je parle, c'est naturellement le fait de maintenir ou de renforcer les accueils téléphoniques. Et c'est le deuxième risque que je voudrais caractériser, c'est le risque de transfert de charges sur des acteurs économiques et sociaux. Il y a, et même un risque de basculement vers un secteur privé et payant. Le défenseur des droits a constaté que les usagers en difficulté ont régulièrement recours à des prestataires pour réaliser leurs démarches administratives dématérialisées. Ces prestataires privés proposent d'effectuer, moyennant rémunération, certaines démarches administratives, demande d'un titre de séjour, d'un acte de naissance, d'un permis de conduire, etc., en lieu et place des demandeurs. Et ça a été notamment constaté dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la mise en place du PPNG, les cartes grises et les permis de conduire. Cette évolution n'est pas sans poser de problème. En effet, la procédure de dématérialisation permet à l'État de labelliser des tiers de confiance pour délivrer les cartes grises et les certificats d'immatriculation sans que l'on connaisse les conditions requises pour être habilité. Les usagers n'ont pas toujours connaissance, au contraire, de la possibilité de réaliser gratuitement ces procédures via les sites publics, dont celui de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui était en cause dans l'affaire de la mise en œuvre du PPNG, et ils se retrouvent donc à payer des tiers pour réaliser une démarche en pensant que, en quelque sorte, le paiement est obligatoire et que la démarche ne peut pas être faite gratuitement par le service public. J'ajoute qu'il y a, bien entendu, des risques d'escroquerie. Nous avons eu des cas, peut-être exceptionnels, je ne sais pas, mais on a constaté des personnes qui ont payé des sommes absolument folles pour obtenir ça. Mais, en revanche, beaucoup plus de personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, j'ai eu aucun problème, je me suis adressé à quelqu'un pour 30 €, j'ai eu mon truc et j'arrivais pas, j'ai eu mon papier et j'arrivais pas à l'avoir. » Mais naturellement, ce que nous constatons, c'est ça le paradoxe, c'est que plus la personne qui veut s'adresser à la procédure est en situation de vulnérabilité numérique ou administrative ou sociale, plus elle est susceptible d'avoir recours à un tiers payant. Et c'est là où il y a un risque de rupture d'égalité devant le service public en raison d'une particulière vulnérabilité de l'usager. Nous recommandons donc d'améliorer l'information des usagers afin de mieux faire connaître la gratuité des démarches administratives et mettre fin aux pratiques d'orientation des usagers vers un service payant. Je parle là des services payants, mais naturellement, il y a de grandes associations qui aujourd'hui viennent en aide à différentes personnes, notamment en situation de vulnérabilité, mais ces associations, elles n'ont pas les moyens de le faire. Et vous avez aussi bien Emmaüs, le Secours catholique, d'autres associations font une assistance aux personnes, mais ces associations n'ont pas les moyens de se substituer en quelque sorte au service public. Dernier point,
la dématérialisation et les personnes en situation de handicap, je voudrais qu'on porte naturellement une attention particulière au laisser pour compte de la dématérialisation. C'est une question de droit et de justice. Première question, l'accessibilité des sites Internet pour les personnes en situation de handicap. Je rappelle que la Convention internationale des droits des personnes handicapées fait de l'accessibilité une condition préalable essentielle à la jouissance effective par les personnes handicapées sur la base de l'égalité des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Que notre propre loi française sur les droits fondamentaux des personnes handicapées, la loi du 11 février 2005, dans son article 47, introduit une obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne des organismes du service public. Or, nous constatons que le dispositif prévu par la loi est à ce jour peu contraignant, tant en termes d'obligations que de réalisation et de sanctions, et qui ne permet pas de garantir un accès effectif au site Internet des services publics pour les personnes en situation de handicap, dans un contexte où certaines démarches administratives sont d'ores et déjà totalement dématérialisées ou en voie de l'être. En effet, cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des règles d'accessibilité. L'amende qui est prévue ne porte pas sur le défaut d'accessibilité des sites en tant que tel, mais sur la publication ou non sur le site de la mention de la conformité ou de l'absence de conformité au texte. Donc, je recommande que des mesures appropriées soient systématiquement envisagées afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder effectivement à leurs droits en cas d'impossibilité avérée de mise en accessibilité d'un site Internet existant et dans l'attente de la mise en place d'un site répondant aux normes d'accessibilité. Je constate que la plupart des sites publics de l'État ne sont toujours pas en conformité avec la réglementation en vigueur et que le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, dans le langage codé RGAA, qui a vocation à offrir une traduction opérationnelle des critères d'accessibilité issus des règles internationales, ainsi qu'une méthodologie pour vérifier la conformité de ces critères, n'est pas mis en place pour l'ensemble des sites du service public. Donc, nous avons là une cause de fracture supplémentaire dans l'accès au service public, donc une rupture d'égalité dans l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. Le deuxième point, c'est l'absence de prise en compte des majeurs protégés, des majeurs incapables et protégés dans les processus de numérisation des démarches administratives. La situation spécifique des majeurs protégés est rarement prise en compte dans le cadre de la dématérialisation des services publics. L'absence d'accès spécifique dédié aux tuteurs, quand une personne est sous tutelle, sur les sites de démarches en ligne, contraint donc le tuteur à utiliser les identifiants personnels du majeur protégé et donc à l'exclure de fait de la démarche administrative. Je rappelle que le défenseur des droits et, je dirais, la Convention internationale et la loi sont que le majeur incapable, ce n'est pas quelqu'un qui n'existe plus, hein, c'est quelqu'un qui a des droits. Et vous avez d'ailleurs voté dans la loi justice l'abrogation de l'article L5 du Code électoral qui interdisait le vote et qui maintenant, et pour les élections européennes, on en aura la démonstration, je l'espère. Donc, ce sont des personnes qui existent en droit et donc on ne peut pas se mettre dans la situation de les exclure, de se substituer entièrement. Il faut, en apportant une nouvelle complexité pour l'exercice des droits des majeurs protégés, la dématérialisation des procédures crée une rupture d'égalité devant les services publics entre les majeurs protégés et les autres usagers et porte atteinte à leurs droits fondamentaux. Je parlais des tuteurs, mais je parle aussi des mandataires, des missions des mandataires judiciaires qui sont garants de l'autonomie des majeurs protégés. Très peu de sites Internet des services publics prévoient la possibilité pour les tiers mandataires de réaliser les démarches administratives courantes du majeur protégé en leur qualité de professionnels en charge de la protection juridique. Je recommande donc la généralisation à tous les sites des services publics d'un double accès au compte personnel, l'un pour le majeur protégé et l'autre pour le mandataire judiciaire, adapté à chaque mandat. Conclusion. La dématérialisation, ça peut être un puissant levier d'amélioration de l'accès
de tous et de toutes au droit par le service public. Nous n'atteindrons cet objectif, qui est une forte ambition collective, que si nous ne contentons pas d'utiliser cette dématérialisation pour pallier la disparition des services publics ou pour privilégier, à plus forte raison, une approche budgétaire et comptable des enjeux de la modernisation du service public. De la même façon, nous n'y parviendrons pas si nous faisons, c'est ce que j'ai reproché au PPNG, si nous le faisons à marche forcée, sans tenir compte des difficultés réelles d'une partie de la population. De la même façon, cet objectif ne sera pas atteint s'il provoque une déresponsabilisation des pouvoirs publics en renvoyant à la sphère associative ou à la sphère privée la prise en charge de l'accompagnement des usagers. En fait, je le dis dans mon rapport, si une seule personne devait être privée de ses droits du fait de la numérisation d'un service public, ce serait naturellement un échec pour notre démocratie et pour l'état de droit. Nous serions alors exposés, du fait de ce progrès indiscutable, à un recul du service public en France et à une dégradation du respect des droits et des libertés par les administrations et les organismes chargés d'une mission de service public. Je pense donc que c'est un enjeu très important pour la République. Et j'ai eu l'occasion de dire aux responsables des pouvoirs publics, au Premier ministre, que j'ai vu il y a 15 jours pour lui remettre ce rapport, en discuter avec lui, au secrétaire d'État en charge de ces questions, M. Mounir Majoubi, de dire que la réforme de l'État, de manière générale, au-delà même de la dématérialisation, est absolument indispensable. La réforme aussi des autres services, y compris des services des collectivités territoriales. Mais qu'elle doit être faite toujours en partant des besoins des usagers et non pas des difficultés intrinsèques des services qui veulent se réformer. C'est ça qui est, à mon avis, le secret d'une bonne numérisation et une bonne dématérialisation qui soit égale pour tous dans l'accès aux services publics. Et je pense que, au-delà du gouvernement, qui est saisi et qui me paraît conscient de ces enjeux, je dois le dire, je pense que la Haute Assemblée pourrait naturellement, de diverses façons, jouer un rôle dans la prise en considération des recommandations que je viens de renouveler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le défenseur. Vous avez appuyé là où ça fait mal. Monsieur Mouillet a demandé la parole en premier. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur Toubon pour votre exposé qui est en tout cas très éclairant sur les situations. Juste une remarque complémentaire et puis une question. Moi, je voudrais surtout intervenir sur l'exclusion numérique concernant les personnes handicapées. Et je ne peux que partager, et je trouve d'ailleurs que vous êtes encore, je dirais, vous auriez pu encore aller plus loin sur les difficultés concernant les personnes handicapées, sur l'application des textes. J'ai souvent l'exemple en tête de Pôle emploi. Rappelons que la cause de l'emploi des personnes handicapées est une grande priorité. Nous avons voté des textes ici dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, très concrètement, l'accès Internet de Pôle emploi, l'accès au site, notamment pour les recherches d'emploi, n'est pas accessible pour les personnes handicapées ou peu accessible. Voilà, donc on voit déjà toute la déconnexion entre à la fois les orientations et les priorités ministérielles et la traduction dans les actes, alors que des moyens liés à la communication ont été consacrés justement pour une meilleure information. Donc là, on se pose beaucoup de questions sur le calendrier. Au-delà de tout ça, ma question est fort simple. On a bien entendu l'ensemble de vos recommandations et on les partage. Mais finalement, est-ce qu'à travers tout ça, c'est pas ni plus ni moins qu'un transfert de charges sur les collectivités au titre de la proximité et notamment vous avez pris l'exemple des maisons de services au public qui sont répandues sur le territoire, certes qui sont accompagnées, subventionnées par l'État, mais pour le reste du fonctionnement reste avant tout une charge supplémentaire sur les collectivités. Donc c'est toujours le débat à la fois des grandes orientations nationales, le débat des recommandations nationales et puis ensuite le fait que les collectivités prennent en charge certes le service public mais surtout le coût du service public. Merci bien. Madame Imbert à la suite.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Défenseur des droits, ravi de vous entendre ce matin en Commission des Affaires sociales. Le cœur du sujet, c'est donc bien aussi l'aménagement du territoire national et j'allais dire, c'est ce que vous avez dit, c'est presque un plaidoyer effectivement pour les conseils départementaux, parce que quand on parle de l'action sociale, mais vous n'avez pas prononcé le mot de conseil départemental, je vous ai pas entendu le dire. Mais pour répondre à Monsieur Mouillet, je veux pas. Excusez-moi, Monsieur le Défenseur. Je veux pas vous mettre à mal vos finances. Oui, mais les faits sont là, la réalité est là, puisque quand on parle d'action sociale, évidemment, eh bien, on pense département première de leurs compétences. Je partage évidemment beaucoup de points de votre analyse, et puis je suis d'accord avec votre conclusion, comme quoi la dématérialisation doit être une possibilité, non une obligation, pardon. Mais je pense que avec le temps, nous arriverons à encore plus de numérique et personne ne peut regretter ce progrès, etc. et les avantages que ça présente. Néanmoins, moi, j'ai déjà été un petit peu désolée de voir comment le gouvernement précédent et les services de l'État avaient abordé la question en se tournant vers les départements pour élaborer un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. C'était un peu ubuesque et je voulais savoir si vous aviez à l'époque été consulté sur ce sujet. Parce qu'on voyait bien là aussi, et vous avez longuement parlé des maisons de services au public, on voit bien que la réponse est insuffisante. Et encore une fois, la notion de proximité, quand elle est vue de l'État, et la notion de proximité, quand elle est vécue par les élus et par la population, elle n'est pas la même, que ce soit à la ville ou à la campagne. Et puis, je voulais savoir ce que vous pensiez et si vous aviez aussi été consulté dans l'élaboration de la charte de territoire portée par le gouvernement actuel, France Connectée, pour un numérique inclusif. Le conseil départemental de la Charente-Maritime vient de signer cette charte lundi matin, entre le secrétaire d'État et le président du conseil départemental. Tout est presque réglé, sauf qu'au quotidien, on va s'appuyer sur les associations, sur des bénévoles, sur les locaux propriétés du département qui pourraient... comment ? Non, pardon. Bon, du coup, voilà. Mais j'ai des collègues qui me perturbent autour de moi. Mais les locaux du département, qui sont des portes d'entrée pour faciliter l'accès au numérique et pour l'accompagnement, mais c'est bien la question de l'accompagnement. Donc voilà, mes deux questions, c'est est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement précédent et par le gouvernement actuel? Encore une fois, je suis favorable au numérique, mais il faut effectivement pas laisser les concitoyens, que ce soit les personnes handicapées ou les autres, sur le bord de l'autoroute du numérique. Merci à vous. Merci. Mme Grellet-Certenais prendra la suite. Merci, Monsieur Toubon, pour votre présentation très exhaustive et très intéressante qui nous touche tous, on le voit bien, sur tous nos départements. En tout cas, ce fut le cas pour moi. Je réagis effectivement à tout ce que vous avez dit, sachant que par ailleurs, j'ai retrouvé tous ces éléments-là, bien évidemment, dans les débats, dans le cadre du grand débat, ceux auxquels j'ai assisté dans les communes, notamment dans la Sarthe, et qui font bien évidemment écho aux revendications des Gilets jaunes. Un des aspects que vous avez un peu évoqué sur le fin de vos propos, s'agissant de la question des services publics, et qui renforce donc la grande insatisfaction, c'est les agents eux-mêmes qui nous ont témoigné à plusieurs reprises leur totale insatisfaction sur ce tout numérique et surtout de l'aspect très spécialisé de leurs interventions et dans leurs fonctions même telles qu'elles sont constituées, qui n'offrent donc une vue très parcellaire de la situation reçue par téléphone ou par courrier ou par Internet, etc. et rend totalement imparfaite, voire très frustrante, la réponse qu'ils peuvent donner, puisque ça ne prend pas en compte tous les éléments, tous les composants de la demande en question. Donc ils exécutent, il n'y a pas de sentiment de véritablement faire appel à leur propre analyse, à leur propre professionnalisme surtout. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, j'avais eu le témoignage effectivement des caisses de la CAF, la CEPAM, l'URSSAF, Pôle emploi, etc. Enfin, très précisément, en tout cas, en ce qui concerne ces caisses-là dans la Sarthe. Est-ce qu'il ne faut pas également réformer profondément cette organisation administrative, vous l'avez un petit peu brossé à la fin, qui actuellement déshumanise, quand on sait qu'il est prévu dans le plan Action publique 22, la suppression de 120 000 postes. Voilà, donc c'est toujours par rapport à ce besoin d'accompagnement également, bien évidemment, que je voulais vous interroger. Merci. Merci, Madame Bonfanti-Dossat. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Toubon, je suis d'abord ravie de vous retrouver ici
et merci pour votre rapport intéressant, même si je ne suis pas forcément convaincue que la dématérialisation soit une source d'amélioration pour l'accès aux services publics. Mais chacun, après, c'est très subjectif. Moi, je voudrais savoir si l'utilisation des services dématérialisés est rendue de plus en plus complexe par le besoin croissant de sécurisation de connexion et de données personnelles. Alors, est-ce une des raisons que vous constatez dans les difficultés d'accès aux services ? Et ne pensez-vous pas que la création d'un site unique de service public, un peu comme cela a été fait pour les guichets uniques, serait de nature à solutionner les difficultés d'utilisation? Et puis, vous en avez largement parlé tout à l'heure, on a besoin d'améliorer l'information des usagers, parce qu'effectivement, trop de nombreuses personnes se tournent vers les services payants. Alors moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire qui soit assez efficient rapidement pour que ces personnes aient les informations, parce que tout le monde n'a pas une maison de service au public dans son coin. Comment faut-il faire pour ces personnes qui souvent maîtrisent plus ou moins bien Internet, qui souvent sont découragées ou qui n'ont pas de réseau? Comment éviter qu'elles aillent, pour des raisons de facilité, payer un service? Est-ce qu'il ne faudrait pas contrôler ces services payants ou les contraindre à mentionner que ce service est possible gratuitement ailleurs? Merci. On va faire la première salle de 5 avec Madame Meunier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Défenseur, pour ce rapport net et implacable. On avait déjà eu l'occasion de parler de ces sujets au moment du PJL Confiance dans la société. Et je me souviens de votre expression mal lettré ou illettrisme, et d'ailleurs le mot électronisme est rentré dans le dictionnaire en 2018. Voilà, donc beaucoup de réflexions et d'interventions ont été faites sur l'accompagnement et je m'y associe bien sûr sur le transfert de charges qui, il faut le dire, incombe aux communes, notamment en milieu rural, puisque les associations, on le sait, n'ont pas les moyens de venir en aide à l'accompagnement. Donc votre rapport tord le cou à pas mal d'idées reçues sur la typologie des personnes qui seraient moins à l'aise avec le numérique, et on se rend compte que les jeunes, enfin vous l'avez fortement bien exprimé, sont aussi concernés, c'est pas que les personnes âgées. Moi, je voulais vous dire, peut-être avez-vous rencontré la chercheuse nantaise à l'université qui s'intéresse à ces questions, qui s'appelle Madame Chantal Angemar, et qui parle, elle, d'un système inégalitaire, un système inégalitaire numérique, et parce qu'elle part du principe que les concepteurs, les experts, les expertes sont certes très spécialisés dans leur domaine de conception, mais s'adressent à des usagers et des usagères néophytes, et cette coupure-là vient accroître l'usage et l'utilisation de l'outil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en mettant davantage l'usager et l'usagère au cœur de la conception de ce système, alors par quelle manière? Est-ce par le voie de l'association? Est-ce par le voie d'une commission? Enfin bref, que l'on réduise un peu ce fossé qui est déjà à l'origine même de l'outil envisagé. Donc c'était une première question, et à l'instar de ce qui se fait pour le public handicapé, est-ce que vous pensez, je pense à Facile à comprendre, hein, cette façon de communiquer pour les personnes handicapées ou vulnérables, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des recherches dans le domaine du numérique pour peut-être faciliter l'accès et en tout cas réduire les inégalités d'accès qui est à l'origine de notre travail? Bien, je vous laisse répondre à cette première salle de 5 en indiquant aux collègues qu'après il en reste 9. Monsieur le Président, Non, allez-y. Je réponds l'une après l'autre. Monsieur Mouillet, il est évident que, et Madame Imbert, Corinne Imbert a également évoqué cet aspect des choses, il est évident que l'une des questions, mais elle ne m'appartient pas, c'est de déterminer qui doit avoir face à toutes les personnes qui vivent dans notre pays, la responsabilité de faire en sorte que
le service public, une fois dématérialisé, soit accessible également à toutes et à tous. Les compétences telles qu'elles ont été depuis des décennies réparties entre l'État et les collectivités territoriales ont effectivement confié dans les politiques de solidarité une compétence non pas totale ou exclusive, mais extrêmement large aux départements, personnes handicapées, personnes âgées, mineurs, enfants. C'est absolument évident. Je n'ai pas, moi, à me prononcer sur ce sujet, mais c'est tout à fait vrai que lorsque le gouvernement et le Parlement, s'ils le font, s'engageront dans cette question des politiques d'accompagnement, il faudra qu'ils déterminent qui en portera la responsabilité et juridique et naturellement financière, mais pour ma part, je n'ai pas de choix naturellement à faire. Simplement, ce que je souligne, c'est qu'il faut faire très attention, et ici, beaucoup de ceux qui sont ici ont eu l'occasion de parler, notamment avec moi, de la question de la protection de l'enfance ou des politiques à l'égard des personnes handicapées. Il faut faire très attention à ce qu'on n'introduise pas de nouveaux ferments d'inégalité territoriale. Je parlais de l'outre-mer tout à l'heure, mais je peux le dire naturellement entre tous les départements de métropole. Je n'ai pas été, Madame Imbert, consultée ni sur l'un ni sur l'autre sujet que vous avez évoqué. En revanche, dans mes contacts avec le secrétariat d'État numérique, avec je ne sais plus comment ça s'appelle, la mission, le commissariat, M. Cazenave, sur ces sujets et tout ça, je pense que le défenseur, à la suite de cette publication de ce rapport, sera probablement mis dans la boucle et consulté. Madame Boulay-Castaner, je voudrais dire que le problème des agents qui sont soumis à cette même automaticité, inéluctabilité des procédures est une vraie question, parce que ceux qui manipulent les procédures sont exactement dans la même situation. Et ils ont un petit avantage sur les usagers, c'est que, a priori, ils comprennent mieux le langage administratif, et c'est une des questions que nous avons souvent évoquées, c'est qu'il y a une question culturelle dans cette affaire. Il y a des personnes qui, lorsqu'on leur pose une question, ou lorsqu'on leur dit voilà, il y a 3 possibilités, cochez la possibilité. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Et le contact humain et le téléphone, ça permet de dire, Madame, est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et la personne qui est derrière le guichet, le monsieur ou la dame qui est derrière le guichet, dit, ah, Madame, si vous êtes dans cette situation, il faut remplir telle case, etc. Quand vous êtes devant votre écran d'ordinateur, il ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas lui poser de questions et il ne vous dit rien. C'est la même chose d'ailleurs au téléphone dont je vous parlais tout à l'heure. Et les agents, je comprends très bien ce que vous dites, les agents peuvent souffrir effectivement de ce caractère inéluctable, et je crois qu'il faut absolument remédier à ça. Madame Bonfanti-Dossat, je ne sais pas s'il faut faire le guichet unique. En revanche, je sais que je suis favorable à ce qui est en train d'être mis en place, c'est l'identifiant unique. Et là, nous avons une mesure de simplification qui est en train, les travaux sont très avancés. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Comme vous le savez, c'est ce système qui va permettre de faire que, au fur et à mesure de vos démarches,
on ne vous demandera pas tout le temps de renseigner de nouveau des choses que vous aurez déjà mis, en quelque sorte, dans votre boîte. Et ça, c'est incontestablement un progrès. Madame Meunier, là, le risque, comme le disent donc les sociologues, on connaît l'étude dont vous avez parlé, le risque d'un système inégalitaire, je ne sais pas si il est consciemment exposé. Je sais simplement que la vraie réponse, c'est effectivement de partir de l'usager et de faire en sorte que toutes ces réformes, toutes ces procédures soient mises en œuvre de manière, je dirais, de bas en haut, et que l'on prenne en compte le point de vue de l'usager. J'ai le sentiment vraiment que c'est ce qui a été, à mon avis, acquis dans l'esprit, en tout cas, des pouvoirs publics à la suite des récentes expériences. Il faut que l'on se pose la question de savoir si l'usager le plus en difficulté sera susceptible de remplir la démarche en ligne qu'on va introduire. C'est la bonne méthode. Monsieur Chassaing fait la tête de la deuxième salle. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Défenseur des droits. Donc, je partage complètement votre analyse et votre rapport qui est très complet. Du son, Daniel. Notamment, j'espère que les conclusions que vous mentionnez seront en place, notamment démontrer que ce processus peut être positif pour le service public. Mais en tout cas, actuellement, notamment en zone rurale, que vous connaissez, Monsieur le Défenseur des droits, il y a beaucoup là, actuellement d'inégalités vis-à-vis des services publics. Vous avez dit que 15% avaient un mauvais accès, mais là il y en a plus de 15%, même si le département va faire des efforts très importants pour que la fibre soit dans toutes les maisons. 27% n'ont pas de smartphone, là c'est beaucoup plus. Alors les sites sont inadaptés, vous avez cité les cartes grises et les permis de conduire, ça a posé énormément de problèmes et il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des personnes qui ont eu accès vers des services privés. Alors vous avez parlé des MSAP, effectivement très hétérogènes. J'ai dans ma commune une MSAP qui est la Poste. Et effectivement, c'est un agent d'accueil tout à fait généraliste. Et voilà. C'est vrai que là, ça ne convient pas, parce que les personnes qui ne sont pas habituées, finalement, ne peuvent pas se débrouiller. Et d'autre part, donc risque de basculement vers le service privé, et d'autre part, les associations ne peuvent pas effectivement être en place partout et remplacer le service public. Actuellement, et c'est la question que je voulais vous poser, les trésoreries vont disparaître. Alors, ce n'est pas nouveau, puisqu'il y en a 1200 qui ont déjà disparu, mais vont continuer à disparaître. Et donc, ça va aussi là, poser un problème vis-à-vis, effectivement, des personnes, notamment des personnes âgées, qui allaient voir le trésorier, mais aussi des communes et des petites communes, puisque vous savez qu'en milieu rural, le trésorier a une place très importante de conseiller vis-à-vis des communes. Donc là, je voulais savoir, à partir du moment où il y aura beaucoup moins de trésorerie, notamment dans les secteurs très très ruraux, comment on peut effectivement avoir une amélioration des services publics. Merci, Monsieur Chassaing. Madame Mapoursopoli prend la suite. Oui, je vous remercie. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, monsieur, pour ce rapport de grande qualité. Je partage l'essentiel, mais vraiment, je partage complètement le rapport que vous avez fait, et notamment quand vous parlez de rupture d'égalité face aux services publics.
Je suis complètement d'accord avec vous. Alors moi j'aimerais dire 2-3 choses sur, évidemment vous l'avez fait remarquer dans votre rapport, les personnes les plus confrontées évidemment à cette fracture numérique sont les personnes les plus âgées, les ouvriers, les personnes sans activité professionnelle et évidemment les personnes qui sont en situation de handicap. Alors moi je vis dans un département, le Pas-de-Calais, où la fracture numérique est quand même importante, puisque dans le Nord Pas-de-Calais, je rappelle que 1159 communes en 2018 étaient touchées par la fracture numérique. Et donc ce n'est pas rien. Et c'est les gros opérateurs finalement qui ont refusé d'investir. Et donc nous avons été forcés, pour réduire cette fracture numérique, de créer un syndicat mixte avec les 2 départements et la région. Mais évidemment, je suis d'accord avec le collègue tout à l'heure qui a parlé de transfert de charges. Parce que quand l'État n'assume pas, ce sont évidemment les départements, les régions et les communautés d'agglomération qui sont obligés d'assumer, alors que je pense que c'est là où il y a rupture pour moi d'égalité, c'est quand tous les territoires ne sont plus servis de la même façon par l'État. Et donc, il y a toujours ces territoires qui peuvent s'en sortir et d'autres qui ne le pourront pas. Et là, nous sommes face à une véritable rupture d'égalité. Alors moi, j'ai 2 questions à vous poser parce que j'ai été aussi confrontée, parce qu'on parle de ruralité et vous parliez à juste titre aussi d'urbain. Évidemment, il y a une grosse fracture numérique en ruralité, mais moi, je viens du bassin minier. Et dans le bassin minier du Pas-de-Calais, il y a aussi une forte, et on est urbain, hein, une forte fracture avec notamment les personnes les plus âgées. Et moi, je le dis comme ça, qui se font spolier, parce que quand il faut qu'elles puissent commander à un service public une carte grise qu'elles avaient avant gratuitement, elles s'adressent un peu partout et elles payent 25-30 € à des particuliers. Et donc, moi, je pense que quand on s'adresse à un service public et qu'on est obligé de payer, je pense que c'est un peu, excusez-moi du terme, mais du vol. Alors, ne pourrait-on pas interdire tous ces gens qui se font un peu de l'argent, finalement, sur les services publics, ne peut-on pas les interdire? Parce que je trouve que c'est assez scandaleux. Et puis, la deuxième question, comment peut-on s'assurer, monsieur, que les assurés ne renoncent pas à leurs droits parce qu'ils n'ont pas de connexion à Internet, et je suis sûre quand même que c'est le cas. Et là, on est dans une rupture d'égalité de traitement. Merci. Monsieur Théophile, pour la suite. Monsieur le défenseur des droits, je partage entièrement cette analyse et que pour l'heure, je simplifie, pour l'heure, ça devrait qu'être une possibilité, pas une obligation. Et je dis ça pourquoi? Parce que je suis sur un territoire, la Guadeloupe, où nous avons énormément de zones blanches. Bon. Donc, ce qui pose problème est devant l'égalité des droits. On n'a pas à s'étaler pour le comprendre. Simplement, l'idée, l'esprit de la dématérialisation du service public, c'est un formidable progrès, notamment pour 2 choses, pour la rapidité des traitements, mais pour l'évaluation des politiques publiques aussi. Il faut vivre dans son temps. Mais si c'est un progrès, il y a aussi quelques économies qui sont faites sur cela, une réduction des charges, bien évidemment. Nous sommes dans un principe où il faut faire des économies. Mais il faut qu'il y ait du redéploiement. Cette économie, est-ce qu'il y a une évaluation de l'économie faite par la dématérialisation, la numérisation, auquel cas on pourrait déployer au plus près des citoyens cette économie, à savoir quand on parle des MSAP, mais faudrait-il que sur le territoire où on pourrait installer une maison, ce territoire soit déjà accessible
à la numérisation, à l'informatique. Donc, ce qui voudrait dire des personnes au service d'autres citoyens, c'est-à-dire aller répertorier les territoires, répertorier les personnes âgées les plus fragiles, je pense que cela. Et puis, ce qu'il faudrait, je pense que c'est simple, je pense que vous l'avez dit aussi, enfin, sous-tendu, que 2022, c'est demain. Et auquel cas, il faudrait passer par une voie législative qui pourrait dire, qui aille au-delà, puisqu'il y aura un turnover, bien sûr, de génération. Je veux dire, ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, dans 20 ans, personne ne parlera de la possibilité de connaître ou pas l'informatique. Ce sera pratiquement nos illettrés dans 25 ans seront ceux qui ne pourront pas toucher ou taper sur un ordinateur. Donc les choses ont bougé. Mais pour l'heure, en l'état, et pour revenir sur nos territoires, ça constitue véritablement un déséquilibre. On le voit. Moi, j'ai eu une permanence pendant 14 ans. J'étais conseiller général, où les gens venaient me voir, et je ne pouvais pas téléphoner. J'étais en zone blanche, j'étais obligé de délocaliser. Mais quand vous êtes conseiller général, vous délocalisez, vous allez dans un autre canton, vous n'êtes plus représentatif. Donc, ce qui fait que ça, c'est un véritable drame. Merci, Monsieur Arnel. Continue. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Défenseur des droits, les applaudissements témoignent de l'intérêt de tous au sujet du jour et surtout la justesse de l'analyse que vous en faites. Tous les territoires sont concernés, c'est indéniable, mais je voudrais m'attarder sur le cas des territoires ultramarins dont vous avez fait écho tout à l'heure. Mais sans vouloir nous considérer comme des victimes en permanence, il y a néanmoins des évidences qui interrogent. Qu'il s'agisse de la santé, de l'offre de soins, des prix, de la qualité des produits, de la teneur de certaines substances dans les produits, qu'il s'agisse de l'offre de soins, qu'il s'agisse des mobilités, de l'éducation, des prestations sociales, et que sais-je encore. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser, sans pour cela penser que vous aurez à vous seul les solutions à apporter. La première, que faudra-t-il faire en plus de ce que nous ne faisons déjà, alerter, pour se faire entendre et réduire au maximum ces fractures, et surtout les fractures territoriales, et surtout entre les citoyens les plus défavorisés. Et la deuxième question, c'est comment faire comprendre à l'État qu'il est important qu'il s'impose les mêmes exigences et les mêmes performances qu'ils imposent à ses citoyens. Merci, Madame Jasmin. Pour terminer avec les DOM. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Défenseur des droits, je suis vraiment très ravi de vous entendre et vraiment, d'autant plus qu'il y a quelques mois, mes collègues ont eu à m'entendre lors de la présentation d'un de mes amendements et le rapporteur, M. Volreg-Bert, m'avait effectivement suggéré de l'améliorer. Et cet amendement a été voté par tous mes collègues au Sénat parce que je parlais des difficultés des Outre-mer de façon générale et de façon singulière de la Guadeloupe. Mais j'ai parlé des Outre-mer dans cet amendement parce qu'il s'agissait de la dématérialisation et mes collègues ont entendu, ils ont compris parce que je disais exactement ce que vous avez dit et que vous confirmez aujourd'hui dans mon argumentation. Cet amendement, malheureusement, n'a pas eu une très longue vie parce qu'arrivé à l'Assemblée nationale, évidemment, il a été récusé. Alors que quelques jours plus tard, j'ai participé à une réunion à la région, au Conseil régional de Guadeloupe, où on parlait du déploiement du numérique et l'objectif était de pouvoir couvrir probablement en 2022 l'ensemble de notre territoire. Alors qu'ici, suite aux modifications préconisées par le rapporteur pour avis, nous avions mis 2021. Donc c'est pour vous dire qu'on était quand même en deçà. Donc la problématique que vous évoquez, je la connais très bien et mes collègues entendent de par votre intervention ce que j'avais évoqué.
Je vais également vous parler des difficultés concernant les loisirs, en plus de ce que vous avez dit, parce que l'accès aux loisirs maintenant, c'est un problème pour certaines personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de payer, parce que les billetteries, de plus en plus, on a des billetteries en ligne, et des personnes qui avaient l'habitude d'aller acheter une place de cinéma ou de loisirs, quel qu'il soit, ne peuvent plus le faire. Il y a également, pour les rendez-vous médicaux, de plus en plus de plateformes pour les rendez-vous. Des plateformes quand on veut voir un spécialiste, quand on veut donc, dans certaines régions, bon, ça se passe très bien parce qu'il y a encore des services de proximité et les gens qui ont un médecin où ils peuvent encore appeler directement. Eh bien, bon, mais cette disparité existe aussi avec les plateformes, particulièrement dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il y a également, concernant les patients qui n'ont plus des résultats, mais parce que les transmissions se font aussi du laboratoire au médecin traitant ou aux spécialistes sans que les personnes n'aient eux-mêmes des documents. Donc ce sont autant de choses qu'il faudrait également prendre en compte. Pour les travailleurs indépendants, nous avons aussi un gros problème, et je l'avais évoqué également lors de l'analyse du PLFSS, parce que beaucoup de travailleurs indépendants sont seuls dans leur atelier en fonction de l'activité qu'ils ont. Et ce sont des personnes qui, pour la transmission des données fiscales et sociales, sont aussi contraints et quelquefois n'ont pas la maîtrise. Ils ont peut-être un ordinateur pour la gestion de leur stock, mais ils n'ont pas forcément la maîtrise de la transmission des données. Or, il y a quand même des obligations et aussi des pénalités dans certains domaines. Donc, ce sont autant de choses qu'il faudrait également ajouter à cette problématique. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous avoir écouté, de vous avoir entendu. Et la dernière chose qui ne fait pas totalement partie de ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui, mais je voudrais également attirer votre attention, monsieur le défenseur des droits, concernant les juges des libertés de la détention. Voilà. Alors, ces juges qui interviennent évidemment lorsqu'il y a des hospitalisations sous contrainte ou à la demande d'un tiers, interviennent en un bureau dans les hôpitaux. Et il serait souhaitable que les personnes qui sont malades, qui ont des pathologies psychiatriques, des pathologies mentales, ne soient pas en détention. Parce que dans les bureaux, il y a la plaque de ces juges qui interviennent, ces juges de liberté et de la détention. Donc il serait souhaitable que ce soit des juges de la liberté et pas des détentions. Parce qu'ils ne sont pas en détention et avec les droits des usagers, je crois que les patients ne sont pas des détenus. Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre à cette deuxième salve de sac. Après, il en restera 5. Je réponds. Alors, docteur Chassaing, vous avez très bien parlé des difficultés de certaines MSAP, notamment celle qui est chez vous. Il faut que les MSAP, d'une manière ou d'une autre, soient des maisons dans lesquelles on puisse faire des formalités et pas seulement être accueillis et bien accueillis en général. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez le faire, pas nécessairement physiquement. Il y a des départements que je connais qui ont mis en place, par exemple, à travers différents centres d'accueil ou MSAP, des systèmes de visioconférence qui permettent à la personne qui vient dans le centre d'être en rapport avec un agent responsable de la CAF ou de tel ou tel service administratif. C'est aussi une bonne réponse à la question. Les moyens, les technologies modernes permettent de le faire, et notamment dans les départements qui sont très peu denses en population. Je n'ai pas de réponse, naturellement, docteur, sur la politique de la Direction générale des finances publiques et la réduction de tous les bureaux qu'on appelait les perceptions auparavant. Il est clair que le service qui était rendu aux élus locaux, et en particulier aux maires, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Et ça amène naturellement, par exemple,
à avoir dans les intercommunalités des personnes compétentes qui peuvent faire un certain nombre de choses et aider les maires, mais ça, comme vous l'avez dit depuis le début, comme l'a dit M. Mouillet depuis le début, c'est payé par les collectivités locales et plus par les administrations centrales. Madame Agasso-Poli, votre intervention m'intéresse beaucoup parce que les Hauts-de-France, c'est une des régions où ce genre de questions a été le plus tôt, il y a déjà un certain temps, prise en considération. Il y a eu des études, il y a eu des sondages qui ont été faits, enfin des travaux, et comme vous l'avez dit, des initiatives qui ont été prises, y compris dans votre région. Il est clair qu'on ne peut pas accepter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant de manière un peu forte que c'était un véritable enjeu pour la République, on ne peut pas accepter que les services privés se substituent aux services publics. Et vous avez tout à fait raison. Le non-recours au droit, c'est un enjeu tout à fait important. Et c'est un dilemme. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la numérisation qui permet, je l'ai pris l'exemple de la prime d'activité, de faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes éligibles à telle ou telle prestation ou à tel droit puissent effectivement y accéder. Et puis, vous avez de l'autre côté la numérisation qui constitue un obstacle pour certaines populations à l'accès à un service public et à un droit. Et c'est là où il faut trouver, il faut le dire, à travers l'accompagnement et les alternatives, une solution à ce dilemme. Monsieur Théophile, vous avez dit, et je répète, la dématérialisation, ce doit être un projet pour tous et pour toutes, et pas seulement pour ceux qui peuvent et qui en ont les moyens. Les économies qui sont réalisées sont certaines. Quand il y a eu le passage de la déclaration impôt sur le revenu sur Internet, des estimations ont été faites et on disait que ça pourrait faire aux administrations du fisc des économies de plusieurs dizaines de millions. Et nous avons dit d'ailleurs, et nous le redisons dans le rapport, il faut affecter une partie des sommes économisées justement aux services d'accompagnement. C'est d'ailleurs, j'ajoute, de fait, ce qui a été fait par les services du fisc. Et c'est pour ça que, par exemple, la déclaration par Internet de l'impôt sur le revenu est aujourd'hui quelque chose qui est utilisé par beaucoup de personnes âgées, dont on avait au départ pensé qu'elles auraient des difficultés, mais en fait, comme les choses ont été facilitées, eh bien, elles y recourent, parce que ça a au moins l'avantage qu'on n'est pas obligé, naturellement, de se déplacer, de remplir l'enveloppe, de la mettre dans la boîte quand on est en retard dans le service fiscal compétent. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Arnel, nous sommes ici, bien entendu, dans un problème qui est un problème politique, que moi je n'ai pas compétence à régler, mais il est clair que l'ensemble de la totalité du territoire de la République doit bénéficier également des droits et des services publics. Le livre bleu, d'ailleurs, qui a été fait l'an passé, le livre bleu a évoqué ces questions. Il n'a pas ignoré ces questions et ces distorsions. Et donc, il faut absolument que les pouvoirs publics le prennent en compte. Madame Jasmin, on a eu l'occasion, lorsque je suis allé en novembre en Guadeloupe, d'en parler. Les services en ligne privés que vous avez évoqués sont effectivement une situation que nous examinons. C'est-à-dire que nous, par exemple, nous avons été amenés à mettre le holà à un certain nombre de discriminations qui peuvent être faites sur des services en ligne. Par exemple, les services qui prennent des rendez-vous pour des dentistes ou des médecins
et qui le font de manière discriminatoire, c'est-à-dire qui ne prennent pas des rendez-vous pour toutes les personnes suivant leur régime d'affiliation, CMU, AME, etc. Il y a aussi une discrimination entre ceux qui peuvent accéder naturellement à ces services privés ou pas, et il y a un enjeu qui est devant nous. Vous allez avoir, l'Assemblée est actuellement, vous allez avoir dans la loi santé, il y a toute une partie qui est consacrée à l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, encore plus loin, dans le domaine de la santé. Et là, il va falloir que vous mettiez des garanties et des garde-fous, en quelque sorte, très très importants, pour que on ne se trouve pas dans des situations qui risquent effectivement d'être des situations d'inégalité et de discrimination. La situation, Madame Jasmin, des personnes qui sont traitées d'office, qui sont traitées de force dans les hôpitaux psychiatriques est une des situations qui relève, d'ailleurs, depuis longtemps, de la loi sur les droits des malades de 2002, puis de la loi de 2013 sur les traitements d'office, mais nous sommes très conscients de ça. Au plan européen, d'ailleurs, au niveau du Conseil de l'Europe, on a traité cette question sur les enfants qui sont dans les établissements psychiatriques, les enfants malades mentaux, et c'est une question que je traite concomitamment avec ma collègue Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de détention, parce que, justement, ce sont des lieux qui sont souvent des lieux de détention, et elle a été amenée à intervenir dans un certain nombre d'hôpitaux psychiatriques au titre de son contrôle, mais c'est une question sur laquelle nous avons compétence et auquel nous sommes très attentifs. J'étais sur un autre sujet, Monsieur le Président, qu'on a eu l'occasion de traiter, et qui est devant nous, bien entendu. J'étais, il y a 8 jours, j'ai fait la clôture des assises nationales des EHPAD, et j'ai évoqué ce genre de questions. Que deviennent les libertés, et notamment la liberté d'aller et de venir d'un certain nombre de personnes, ou comment concilie-t-on la nécessité des soins, naturellement, et de l'autre côté la sécurité, et de l'autre côté la liberté fondamentale de ces personnes. Vous avez là devant vous, vous les législateurs, un chantier absolument colossal. C'était l'audition du défenseur des droits Jacques Toubon qui a présenté au Sénat son rapport sur la dématérialisation des services publics qui crée des inégalités entre les Français pour faire leurs démarches administratives. Alors le défenseur des droits a fait des propositions aux sénateurs. D'abord, conserver plusieurs modalités de faire une démarche administrative, accompagner les personnes en difficulté et créer une clause de protection en cas de problème technique. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.